Ah bah le voilà, Dominique Nicolas est arrivé. Sortez, n'hésitez pas. Je vous présente Monsieur Nicolas, bonjour, comment allez-vous? Monsieur, très très bien, merci. Alors nous sommes là sur le port de Solesmes. Oui, tout à fait. Au pied de l'abbaye qu'on ne voit pas, elle est cachée par les arbres, mais l'endroit est assez magnifique. D'ailleurs, vous l'avez choisi il y a combien de temps cet endroit? En 1990, Vous venez d'où? Angers. Très bien. Et alors à l'époque, vous étiez charcutier, je crois. Voilà, j'étais charcutier, j'avais la boucherie-charcuterie à Solesmes que j'ai transformée en restaurant. Comme ça, Voilà, une idée derrière la tête. un coup de tête et ça marche bien alors. Très très bien, merci. Ça marche d'autant mieux que vous faites des très bons produits faits. Vous nous avez amené à déguster, c'est ça? Voilà, des produits fermiers, on peut dire de la ferme à l'assiette qu'on fabrique. On découvre? On découvre. Ce qui est original dans votre démarche, d'abord c'est que vous vous associez à d'autres producteurs dans la région. Oui, je travaille avec les porcs fermiers de la Sarthe, le bœuf fermier du Maine, les deux fermes en volaille, monsieur et madame Vivier à Chemiry-le-Gondin et madame Trassard à Roisey. Vous avez raison de leur faire de la pub. Et vous participez à une opération qu'on découvrira, je crois, un peu plus tard dans la journée, qui s'appelle le pique-nique. Le panier pique-nique. Le panier pique-nique. Voilà, c'est tout nouveau, on vient de lancer ça cette année. Ah bah Patrick de Bazière va apprécier ça, pour le fluvestre, hein, c'est pas mal, ça c'est ça. L'idée c'est que les gens qui font du vélo achètent leur panier pique-nique. Voilà, ils téléphonent 24 heures à l'avance et puis ils commandent leur panier pique-nique et on le prépare. Et ils viennent le chercher comme ils passent tout près, on est à 30 mètres. Donc... Très bien, montrez-moi un peu ce que vous nous avez amené. Approchez-vous pour voir un peu ce qu'on a pour le déjeuner en fait, hein, c'est ça hein? Voilà, donc on fait les rillettes au porc fermier de la Sarthe, comme ça, la tête de cochon persillée. Ah, il y en a qui aiment la tête de cochon. Ouais. Et ça, alors la particularité que vous avez, c'est que vous les envoyez par Colissimo. Voilà, tous mes produits fermiers, je les fais en bocaux, en conserve stérilisée, que je peux envoyer par la poste en Colissimo. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardon, c'est les desserts, ça. Ah bah faut les poser, attendez, on va vous débarrasser. Heureusement qu'on a des invités, hein. Voilà. Du rôti de porc, très bien. Bon, bah, on va peut-être pas tout sortir. L'important, c'est de voir qu'on a un endroit très convivial ici. C'est ça un peu le principe, quoi. Oui, tout à fait. Donc des prestataires comme Monsieur Nicolas qui sont très actifs, très présents sur le territoire et qui permettent justement à nos touristes d'avoir d'agréables séjours en vallée de la Sarthe. Il y en a comme ça dans tous les ports, ou quasiment. On va le découvrir d'ailleurs un peu plus tard, puisqu'on s'arrêtera pour déjeuner tout à l'heure. Merci Dominique Nicolas. Merci beaucoup. On va maintenant faire quelques kilomètres, pas très loin. On va du côté d'Avoise, sur un camping exceptionnel. Ça s'appelle L'œil dans le rétro et c'est tenu par Jean-Michel Loison. L'idée de la thématique rétro pour mon camping, elle est venue en deux temps. Le premier temps, c'était de l'inscrire dans une thématique rétro, mais plus sur tout ce qui était support soirée et animation. Et après, l'idée des caravanes rétro est arrivée dans un second temps. Alors elle est arrivée d'une manière complètement, on va dire, par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, je recherchais, moi, un type d'hébergement pour moi sur site. Et donc quand j'ai commencé à regarder de plus près ce qui existait en caravane ancienne, parce que l'idée c'était d'acheter une caravane qui me coûtait le moins cher possible pour moi, pour ma propre utilité. Et là du coup je me suis dit, l'idée elle est là, quoi. Non seulement je vais acheter une caravane ancienne pour moi, mais je vais acheter des caravanes anciennes que je vais proposer aux clients que je vais accueillir ici. Et du coup je trouvais que ça se mariait très bien avec ma thématique d'animation et de soirée. Donc du coup je suis parti à fond sur cette idée-là, quoi. Moi, je me suis limité à une période qui est début des années 60 et tout début des années 70. Les plus récentes que j'ai doivent être de 72, je crois. Et en fait, parce que ça correspond à un type de caravane qui me semblait pouvoir plaire à la clientèle. Et de ce que je voyais, de ce qui était recherché par les passionnés et les collectionneurs, c'était des modèles qui étaient assez prisés, quoi. Et donc l'idée, voilà, c'était de rester dans un côté malgré tout vintage. Et donc certaines, c'est moi qui ai fait les choix des tissus et autres, ou certaines caravanes telles que celle-ci, tous les bois à l'intérieur, je les ai remis à nu, j'ai refait les teintes telles qu'à l'origine, refait des peintures, tous les tissus ont été changés, refait de l'isolation, refait des peintures de châssis. Alors moi, ce qui me séduit dans l'esprit vintage, c'est que effectivement, ça nous renvoie à une époque qu'on a pu connaître les uns et les autres. Alors moi, dans la clientèle qui vient ici, alors si on parle de la clientèle qui utilise les caravanes,
Les plus jeunes que j'ai pu accueillir avaient tout juste une vingtaine d'années et les plus âgés avaient 85 ans. Avant même que j'ouvre en 2014, ça faisait déjà quelques années qu'on constatait cette volonté aussi de retourner vers des choses vraies, des choses naturelles. Donc il y a tout ce phénomène aussi de la prise de conscience par rapport au respect de l'environnement, le fait de relations vraies, et même si on est dans le cadre malgré tout d'une relation entre guillemets dite commerciale, puisque j'offre une prestation que les gens vont payer pour en bénéficier. L'idée aussi, c'est d'être dans quelque chose effectivement qui est convivial et si possible, et moi c'est ma volonté, d'être dans une relation qui est réellement vraie. Les années 70, les campings, ils étaient pleins à craquer, quoi. L'été, vous pouviez avoir du mal à trouver de la place dans les campings. On ne venait pas dans un lieu où il y avait du monde sans forcément avoir l'envie d'être dans sa petite bulle. À cette époque, moi je me rappelle quand j'étais gamin, qu'on arrivait au camping avec mes parents, on n'était pas arrivé à l'endroit où on allait poser éventuellement la caravane à Tolétan, que vous aviez déjà les gens qui étaient arrivés avant, ils venaient vous voir, ah ouais, vous arrivez du 72, bah nous on est de là-bas, ah bah attendez, on va vous aider à poser la caravane, et puis après le soir tout le monde prenait l'apéritif ensemble, ça jouait à la pétanque, et au bout de 2 jours, nous en tant que gamins, les parents ils s'inquiétaient plus de nous, quoi. On allait jouer avec les copains à 300 mètres plus loin dans le camping, tout le monde était bien, quoi, et tout le monde passait des vacances. Petite séquence improvisée, on a rencontré une dame formidable. Dominique Héron, bonjour. Bonjour. Vous êtes éclusière depuis la nuit des temps. Oui, depuis 37 ans. Depuis toujours en fait. Bah oui, Et vous avez passé votre vie dans cette écluse numéro 13. dans cette écluse, oui. Avec mon mari et mes 3 enfants. Et ça c'est une vie qui va bientôt se terminer puisque vous prenez votre retraite bientôt. Oui, fin septembre. Fin septembre. Bon, plein de souvenirs j'imagine. Ah oui, beaucoup de souvenirs, beaucoup de regrets de partir aussi. C'est vrai. Alors vos enfants prennent pas la succession là? Non. Quand même pas. Bon, comment vous avez vu évoluer ça depuis 37 ans? Au début, c'était assez calme, assez prenant parce que c'était quand même un travail physique. Et puis après, au fil des jours, les bateaux passaient de plus en plus. Et puis la conversation, et c'était très agréable l'été, voilà, les petits-enfants, les enfants qui venaient. Et les plaisanciers sont sympathiques en général? Oh oui. Bon, on aura peut-être 1 ou 2 grincheux, mais bon, la plupart sont très... Alors c'est quoi le service que vous leur rendez? Vous ouvrez, vous fermez les écluses? Alors on ouvre, on ferme les écluses, on leur cause un petit peu. Et vous leur fournissez? De l'eau, et on a dit que restaurant, épicerie, voilà. Ah, c'est ça, vous faites un peu office du tourisme quoi. Voilà. 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 Bon, enfin en tout cas, 37 ans de vie bien remplie. Bien rempli, oui. Bon, et puis alors vous connaissez j'imagine Raphaël qui est en Joue Navigation. Il y a beaucoup de beaux bateaux comme ça qui passent? Beaucoup, oui, beaucoup. Et ça et la Mayenne aussi. La saison c'est quoi? Alors la saison, là, ça commence, on va dire mai, là jusqu'à fin d'octobre, novembre. Mais là, il y a les écourus cette année. Donc Ce sera plus tôt. Ça sera plus tôt. Ça se terminera un petit peu plus tôt. Bon, c'est l'écluse numéro 13. On est tout près de Juigné. Vous voyez l'abbaye de Solesmes juste derrière nous. Madame Dominique Héron, on va vous souhaiter une bonne retraite alors. Merci beaucoup. Merci madame. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont de la chance de se promener sur l'eau quasiment toute l'année s'ils le souhaitent. C'est le cas de mon voisin, Jean-Yves Lucotte le visage, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes un plaisancier permanent? Permanent. On peut dire ça? On n'est pas bien là? Bah oui. Alors vous êtes sartois? Pas d'origine.
Non, mais en tout cas, vous avez choisi d'habiter la Sarthe et d'habiter sur l'eau. Absolument, absolument. Mon épouse est sartoise, je l'ai rencontrée au Mans. Et à travers nos vicissitudes professionnelles, nous sommes revenus dans cette cité, dans sa ville natale. Et vous êtes installé sur un bateau. Voilà, l'idée de s'installer sur notre bateau de plaisance. Depuis combien de temps? Depuis juillet 2012. Très bien. Nous vivons au cœur de la Sarthe, quasiment. Combien de résidents sur bateau permanent dans le port du Mans? Alors le port du Mans compte une trentaine de navires à l'année, des bateaux de plaisance et des bateaux logements dont on est environ 14 effectivement plaisanciers habitants à l'année. Ça c'est un sacré choix. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous décider à habiter sur l'eau? Dans mon cas personnel, c'est un choix effectivement qui m'est propre. C'est un souhait avec mon épouse de retrouver une certaine plénitude. Parce qu'effectivement la vie nous amène des fois à prendre des décisions un peu drastiques quant à l'avenir. Mais pour d'autres, c'est tout simplement un style de vie, un choix. Vous aviez testé avant en plaisance comme ici, au cours d'un week-end, au cours d'une semaine ou d'une mini-semaine? Oui, sur un autre secteur, puisque notre bateau, avant d'être au Mans, était sur le nord de l'Europe, le nord de la France. Il nous a permis de visiter bien des endroits merveilleux, magnifiques. Mais loin d'être aussi formidable que cela. Formidable que le bassin de la Maine, parce que nous sommes sur un secteur justement où là on peut l'apercevoir, c'est sauvage, des arbres partout, on entend les oiseaux. Un affluent là ici, une toute petite rivière qui se jette dans la Sarthe. Effectivement, il y en a de nombreux qui sont exploitables avec des activités nautiques, canoë, kayak, on peut remonter. On doit être là pas loin de l'Erve qui doit permettre justement depuis la rivière de remonter en canoë-kayak. Alors inversement, on peut descendre avec votre bateau, vous pouvez partir faire des voyages jusqu'à, alors vous m'avez dit, on peut aller du Mans à Saint-Malo ou du Mans à Brest? Oui. Alors, en bateau. Plus à Brest maintenant, pour d'autres raisons, puisque des barrages hydrauliques ont été construits dans les années 70 et ne permettent plus de rejoindre Brest maintenant. Mais initialement, le canal de Nantes à Brest a été construit sous Napoléon pour permettre de maintenir les chantiers le chantier naval de Brest, qui était sous le joug des Anglais. Et il fallait impérativement fournir Brest en nourriture, munitions, nécessaire, et ce canal a été construit entre Nantes et Brest. Alors vous êtes un grand spécialiste des bateaux de plaisance, vous avez créé une association, l'association au développement des activités fluviales, c'est ça, l'ADAF? C'est ça, l'ADAF. C'est quoi la vie quotidienne d'un plaisancier? Parce que c'est évidemment différent de quelqu'un qui est sur la terre ferme. Il y a quelques contraintes, j'imagine aussi. Oui, les contraintes, elles sont effectivement comme pour tout à chacun. Être plaisancier, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un plaisir. Bien des plaisanciers qui sont résidents sur leur navire ont des activités professionnelles. Mes voisins, pour ma part, je me suis un petit peu effacé de la vie professionnelle pour me consacrer justement pleinement à cette association qui a pour but de développer les activités fluviales. Et ici, notamment sur la Sarthe, comme Patrick de Mazières vous l'a présenté tout à l'heure, un projet assez conséquent. Il va nous le raconter tout à l'heure parce que je crois qu'il y a pas mal d'équipements qui vont continuer à évoluer. Oui, et ça c'est une bonne chose parce que c'est une très très bonne chose pour le développement d'activités de ce genre. Il y a pas mal de haltes fluviales et de ports sur la Sarthe. La Sarthe et le bassin de la Maine globalement est particulièrement bien équipé. Ce sont des équipements qui vivent et que le conseil départemental s'est engagé et le fait particulièrement bien. On le voit à l'état des infrastructures, à entretenir avec des haltes fluviales qui sont équipées de petits pontons pour recevoir des bateaux de plaisance avec de l'électricité, de l'eau. Et puis ça permet de faire des vidanges. Et ça permet aussi, effectivement, c'est important, de pouvoir vidanger ces réservoirs d'eau noire. Petite anecdote. Pour terminer, juste, on visitera tout à l'heure le bateau avec Raphaël Pierre, voilà, je vais y arriver dans l'ordre. Aujourd'hui, j'imagine que l'évolution technologique fait que c'est plus facile aussi de vivre dans un bateau qu'autrefois. Je sais pas, par exemple, l'énergie solaire, des choses comme ça peuvent être plus faciles à... Absolument, absolument. C'est d'ailleurs, pour beaucoup de plaisanciers, l'idée d'avoir la totale autonomie à bord de son bateau pour pouvoir justement se poser sur la rivière, n'importe où, plusieurs jours.
sans avoir nécessité de rejoindre la terre pour faire un plein d'eau. Alors l'eau, effectivement, c'est le côté vital qu'il est nécessaire de renouveler de temps en temps, et heureusement les écluses et les différentes haltes sont équipées pour ça. Et les éclusières, qui sont sympathiques. Et nos tout, éclusières. Vous les connaissez toutes, au bout du compte. Quasiment toutes, oui. Bon, on n'a pas pu voir là, parce qu'il était caché un peu derrière les arbres. Il y avait un très joli petit manoir derrière. Ça, c'est aussi l'avantage des rivières, de découvrir des choses qu'on ne peut pas voir de la route. C'est le grand plaisir voir de du mon ciel. épouse et moi-même lorsqu'on se promène sur la Sarthe, c'est de voir les propriétés privées de l'autre côté. Bon, en tout cas, vous nous avez donné envie, hein, Jean-Yves Lucotte le visage. J'ai l'impression que je vais m'acheter un petit bateau un de ces jours. Ça coûte combien un bateau de plaisance? À partir de combien on peut en trouver un d'occasion? Oh, à partir de 30 à 50 000 euros, on commence déjà à avoir un bateau C'est noté. très Je vais faire du sympathique. crowdfunding pour trouver le financement. Eh ben on va sur un gros bateau cette fois-ci. Un bateau justement investi par le conseil départemental de la Sarthe. Ça s'appelle une barge hydraulique. Le service hydraulique intervient principalement sur le domaine public fluvial. Le service hydraulique intervient sur la Sarthe, qui elle est navigable, qui était autrefois navigable pour des besoins économiques et qui aujourd'hui se trouve être maintenue dans l'état de navigation pour le tourisme fluvial. Les missions du service hydraulique consistent à maintenir la Sarthe dans son état de navigation, donc maintien du tirant d'eau, entretien des berges, maintien des ouvrages de navigation. Donc on est ici sur l'écluse de Fillet. Il y a 16 écluses sur la Sarthe. Donc tous ces ouvrages doivent être maintenus en état parfait pour permettre la navigation, mais aussi les ouvrages, les barrages qui sont associés à ces écluses. Alors le département a acquis en 2015, suite à une consultation lancée en 2014, une barge de travail. Cette barge de travail est nécessaire pour l'entretien de la voie d'eau, pour mettre en place de la signalisation fluviale, pour couper des arbres, pour transporter des matériaux sur les lieux de chantier inaccessibles. N'oublions pas qu'on est sur un domaine sur une rivière et que cette rivière n'est pas accessible partout et que des ouvrages de navigation barrent cette rivière. Donc pour y accéder, on a besoin de transporter des hommes, transporter des matériaux pour pouvoir y réaliser des travaux. Le service hydraulique est composé de 27 agents. Donc il y a 5 techniciens qui ont en charge l'entretien du domaine public fluvial, des deux domaines publics fluviaux, la Sarthe et le Loir. Et nous avons 17 agents sur le terrain qui sont chargés pour les uns des manœuvres d'éclusage et 9 autres qui sont des agents d'entretien éclusiers. Les prochains projets du service hydraulique sont cette année la construction de 2 passes à poissons sur les barrages de Courtigné à Avoise et de Malicorne. La continuité écologique se définit par le transfert des sédiments et le transfert des espèces piscicoles. Les poissons ne pouvaient pas passer, donc le dispositif de franchissement a été mis en place. La mise en place de la réglementation et des réglementations qui sont, comme je le disais, définies par le Code de l'environnement, définies par les orientations d'usage et les sages, obligent le département à évoluer dans ses pratiques. Donc effectivement, on est sur un milieu naturel. Le milieu naturel, effectivement, est de mieux en mieux perçu par les usagers de la voie d'eau. D'avoir un cours d'eau qui est avec une bonne intégration paysagère favorise le développement du tourisme fluvial. On est dans un milieu qui est quand même assez ouvert, bien boisé, des végétations présentes. Nous sommes sur des écluses qui sont mises en valeur et l'ensemble de ces choses participent à l'intégration paysagère et à la valorisation de la Sarthe navigable.
On va bientôt arriver à l'écluse de Parcé. On retrouve Patrick de Mézières. C'est vraiment très agréable de se balader C'est sur la formidable. Sarthe. Hein. Quand on disait tout à l'heure, en démarrant, qu'on avait une véritable pépite avec notre Sarthe, vraiment c'est magnifique. Alors c'est une pépite parce qu'il faut qu'elle soit entretenue. Donc on l'a vu avec la barge à l'instant, avec monsieur Levasseur. Le département a la responsabilité de la rivière en fait. Tout à fait. Depuis le 1er janvier 2008, le département a la responsabilité. On a vraiment la chance d'avoir un département qui a pris en charge dès le début l'entretien de cette rivière. Alors l'entretien, mais aussi tous les moyens qu'il y a autour, en particulier les écluses. Vous avez vu que les écluses sont dans un état absolument remarquable. Les maisons éclusières qui font aujourd'hui le charme de notre rivière. Et puis du personnel aussi, puisqu'il faut évidemment qu'il y ait des gens pour faire tourner ces écluses. On a aperçu tout à l'heure une passe à poissons. Oui, donc c'est vrai qu'on a un aspect légal maintenant. Nous sommes obligés de respecter la continuité des rivières. Donc dans ce cadre-là, nous avons été obligés de créer des passes à poissons. Donc c'est un investissement important. On a aussi donc anticiper cette démarche-là dans la mesure où pour pouvoir bénéficier, et si on prend le problème dès le départ, bénéficier de certains fonds européens pour pouvoir réaliser cela, parce qu'à partir de 2018, il n'y aura plus ces fonds et à partir de ce moment-là, on sera obligé quand même d'un point de vue légal de les réaliser. Mais ce sont des coûts importants pour le département. Alors, il y a des choses qui ne vous coûtent rien le long de la rivière et qui sont magnifiques, c'est par exemple le patrimoine, comme la Périne de Crie qu'on aperçoit ici derrière nous, qu'on verra beaucoup mieux quand on sera au pied dans un instant. En revanche, on l'évoquait tout à l'heure avec monsieur Lucas Levisage, il y a les ports dans lesquels vous avez aussi, j'allais dire, envie de moderniser, d'équiper, de telle sorte que les conditions soient réunies pour que les plaisanciers viennent nombreux. Tout à fait. Dans le cadre de ce projet de développement du tourisme fluvial, on a lancé, et c'est 2016, c'est vraiment la première étape, la phase diagnostique pour cela. Et on fait une enquête aujourd'hui auprès des usagers, plus de 100 retours aujourd'hui avec les éclusiers, avec les professionnels. Et sur la base de cette enquête, on s'aperçoit que bon, ce sont des petites choses, mais la capacité, donc les capacités d'arrêt au niveau des pontons, la capacité de vider les eaux usées au niveau de chacun des bateaux, des petites choses simples, le e-tourisme, parce que de plus en plus, je vais dire, nos usagers veulent voir, et comme on a dit, c'est pas que le fluvial, c'est également le fluvestre au travers de tout ce qu'il y a, et donc les gens veulent pouvoir s'arrêter et savoir ce qui est tout autour. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement le fait qu'une fois évidemment que vous aurez fait tous ces travaux, que les meilleures conditions seront réunies, il va falloir le faire savoir, ne serait-ce que dans la région est touristique évidemment au littoral, dans les terres, on oublie un peu qu'il y a ce tourisme, et vous disiez que la région avait pris conscience de cet intérêt éventuellement. Alors c'est ce qu'on est en train de faire justement avec la région, c'est de montrer tout ce potentiel que l'on a, effectivement. Donc on a des contacts sur le sujet et on se rend compte effectivement que nous avons développé 3 axes sur ce projet de tourisme fluvial, un axe communication qui doit être un axe fort sur lequel on n'attend pas. Et tout de suite on met en place un certain nombre d'éléments de communication. On va utiliser les points porteurs, nos forces, je veux dire, donc les 24 heures, le Plantagenet et toutes les forces, le Mans, tout ça pour renforcer notre communication parce que beaucoup de personnes sur le département ne savent pas le potentiel qu'il y a et combien c'est agréable de faire une promenade comme celle-là sur la Sarthe. Bon, et puis vous allez continuer donc à motiver les acteurs pour rendre le service plus. Tout à l'heure, on va déguster le bon bœuf fermier de monsieur Nicolas. Voilà, c'est des initiatives qui sont plutôt sympathiques et qui ne peuvent qu'être un plus pour le tourisme en Sarthe. Absolument, parce que quand on fait une promenade comme cela sur la Sarthe, quand on voit, je veux dire, ce que recherche la convivialité, le plaisir d'être ensemble, que ce soit en famille ou que ce soit avec des amis, la gastronomie que l'on peut trouver tout au long de ça, le potentiel du patrimoine que l'on a avec, quand on voit ces magnifiques bâtiments tout au long, je veux dire, on a vraiment un cadre absolument exceptionnel et il faut le faire savoir, il faut le développer, il faut rendre l'accès au plus de personnes possible. Merci Patrick de Mézières d'être venu passer au moins une demi-journée avec nous parce que le temps de venir de Sablé jusqu'à Parcé, on va arriver à Parcé dans quelques temps, ça demande effectivement quasiment une demi-journée. Et c'est un plaisir parce que c'est vraiment vivre des moments beaucoup plus difficiles que ce soit d'un contexte professionnel ou un contexte conseiller départemental que celui de ce matin, c'est bien évident. Merci, allez on se retrouve dans un instant pour le déjeuner au pied du pont, une vue étonnante de Parcé, à tout de suite.